Dans le cadre de cette idée selon laquelle l'exercice de la dissertation serait d'abord et avant tout un exercice de narration, idée que j'ai développée dans le premier épisode de cette série, il faut parler avant toute chose de la confrontation, parfois douloureuse à vrai dire, avec le sujet de la disserte. Un sujet de dissertation est une proposition de situation initiale pour un raisonnement philosophique, c'est-à-dire pour la construction d'un récit philosophique. L'une des manières d'aborder l'exercice de la problématisation, qui doit permettre justement de rendre compte de ce qui fait problème dans le sujet, est de considérer que cet exercice vise à narrer, pour un lecteur extérieur, les tensions internes à une situation initiale donnée. Pour le dire autrement, l'ambition de la problématisation n'est ni de dire dès le départ l'ensemble des tensions souterraines à la situation initiale, ni de rabattre cette situation sur un état de fait déjà connu et déjà balisé. Alors, je peux un peu m'arrêter sur ces deux grandes erreurs, à mon avis, qui synthétisent le problème du problème en philosophie. La première erreur à éviter, c'est donc celle qui va consister à problématiser par avalanche de questions et par l'expression immédiate de la totalité des tensions contenues dans le sujet de la disserte. Si nous nous plaçons dans l'analogie de la dissertation comme narration que j'ai proposée, une telle erreur est finalement assez facile à comprendre. C'est pour ça que, à mon avis, l'idée de narration est une structure mentale intéressante quand on travaille la méthodologie en philosophie, quel que soit le niveau. Alors pourquoi ? La situation initiale d'un roman, par exemple, ne présente pas dès le départ l'ensemble des tensions qui seront ensuite mises en scène dans le récit, mais simplement là où les tensions fondamentales nécessaires au lecteur pour entrer dans la narration et pour qu'il puisse saisir la nécessité du récit, son urgence. Ensuite, bien sûr, le développement narratif va permettre de sophistiquer les tensions, de problématiser plus profondément la situation initiale jusqu'à faire apparaître des couches inférieures de difficulté, et donc des éléments peut-être plus fondamentaux encore que ceux qui avaient été exprimés au départ, mais exprimés dès le départ, ces couches inférieures se seraient sans doute perdues ou bien auraient été mal comprises par le lecteur. Elles doivent donc être préparées par l'établissement d'une situation initiale à la fois tendue et relativement claire. J'ai à l'esprit par exemple Crime et Châtiment dans mon corpus personnel qui est remarquable de ce point de vue-là. La tension fondamentale du début du roman, et qui va quand même poursuivre le personnage jusqu'à la fin, elle est relativement claire. Alors évidemment ensuite, Dostoïevski va pendant des centaines de pages sophistiquer l'intrigue, rajouter des sous-intrigues, etc. Mais d'abord, il nous présente une situation relativement claire quant à sa tension interne. La deuxième erreur à éviter est celle qui consiste à nier immédiatement la tension problématique en la rabattant sur du déjà connu, où cette tension a été visiblement déjà clarifiée et établie. Ça, c'est une erreur classique quand on commence à avoir un corpus important de doctrine. La dimension artificielle de la dissertation apparaît parfois dans ce qu'elle semble être justement aux yeux de ces candidats qui ont un assez grand corpus, souvent ceux, par exemple, qui vont préparer des concours de philosophie ou des examens de philosophie à plus haut niveau, peut apparaître donc à ces personnes simplement comme une manière factice de mettre en scène un corpus philosophique, une histoire de la philosophie déjà constituée. Il arrive ainsi que des problématisations se transforment en l'exposé de conflits connus de l'histoire de la philosophie, et rabattent, de ce fait même, le sujet de la disserte sur une dimension pré-explorée de l'histoire de la philosophie. Même pire, le scrupule philosophique pousse parfois l'auteur de la dissertation à immédiatement connecter des intuitions problématiques, des tensions, sur des systèmes philosophiques établis, rendant l'opération problématique caduque puisqu'elle n'est de ce fait qu'une révision de théorie déjà constituée. Dans un roman, l'auteur fait bien sûr comme si il n'avait pas idée de la manière dont cette situation initiale de tension pouvait être résolue ou appréhendée par le personnage de l'histoire. Il fait comme s'il arrivait lui aussi sur une scène problématique irrésolue, une scène de crime. Ce fait comme si est crucial, parce qu'il est à la base de la possibilité pour le romancier d'emporter avec lui le lecteur dans la narration.
De la même manière, il est évident que quand je commence un cours de philo, je fais souvent comme si je n'avais pas déjà une certaine idée de la manière que j'ai, ou que l'histoire de la philosophie a de résoudre ou d'appréhender tel ou tel problème philosophique. L'enjeu de se faire comme si est non seulement pédagogique, puisqu'il permet d'inviter l'autre à nous suivre sur un chemin qui peut être déjà balisé pour nous, mais qui ne l'est pas forcément pour lui, mais aussi philosophique, parce qu'il permet personnellement de s'ouvrir à une interrogation plus authentique que la simple redite initiale de théories déjà constituées par d'autres. De ce point de vue, je précise encore quelque chose pour les personnes qui préparent les concours. Le scrupule vient parfois que pendant le concours, nous savons que nous nous adressons non pas à des élèves qui ignorent globalement l'histoire de la philo, mais à des experts qui peut-être même en savent plus que nous. Nous avons donc presque honte parfois de clarifier tel élément ou de faire comme si on ne savait pas qu'il était pensé par tel auteur. Ces scrupules n'ont pas lieu d'être pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'idéalement, la disserte doit être pensée comme un système clos sur lui-même. Comme dans un roman, l'intrigue doit fonctionner en elle-même, indépendamment d'éléments extérieurs qui seraient nécessaires à sa compréhension. La deuxième raison est tout simplement que vous ne pouvez pas préjuger de la connaissance philosophique de votre lecteur. Et même dans ce cas-là, c'est-à-dire ce qui vous apparaît à vous comme une évidence philosophique, ne l'est pas nécessairement pour celui-ci, ne relève peut-être pas d'une piste déjà très souvent pratiquée par ce lecteur. Le troisième point, c'est que le but d'une dissertation est d'être facile à lire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle doit être exigeante philosophiquement, mais qu'elle doit exprimer cette exigence dans une langue la plus limpide et claire possible. À tout ça, je rajoute quelque chose qui est aussi parfois un biais qu'on peut avoir lorsqu'on est habitué à faire de la philo, c'est qu'on ne prend plus au sérieux les problèmes un peu fondamentaux ou simples qu'on a parfois explorés au début de notre cheminement philosophique dans nos études, par exemple. Mais si ces problèmes-là sont des problèmes qu'on nous a présentés au début de notre parcours, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont basiques, en fait, c'est parce qu'ils sont fondamentaux. Donc prenez au sérieux les problèmes, même ceux qui vous semblent avoir été battus et rebattus. Clarifiez-les dans votre copie, comme si cette clarification était nécessaire pour tout le monde, parce qu'elle l'est finalement. La mise en scène du problème introductif doit donc tenir sur une ligne de crête, pour résumer, qui implique ni de tomber dans l'expression brouillonne d'une multitude d'enjeux non hiérarchiquement présentés, ni dans la présentation surplombante d'un problème qui n'en serait plus un, mais simplement un énième conflit de doctrine presque déjà résolu. Alors comment faire ? La stratégie simple, entre guillemets, qui consiste à faire apparaître dans l'énoncé du sujet un paradoxe fondamental, à la fois limpide et difficile, est une tactique efficace, à mon avis, que j'utilise d'ailleurs la plupart du temps. Une telle stratégie a l'avantage de produire des introductions nettes, efficaces, qui ne se perdent pas en élucubrations, qui précéderaient désavantageusement l'argumentation elle-même. En même temps, elle force, je crois, une limpidité pédagogique et une profondeur philosophique certaine. Si le paradoxe ne se donne pas à voir correctement, il n'existe tout simplement pas à l'esprit. Si le paradoxe manque de profondeur, alors il semble s'évaporer de lui-même et être déjà résolu. Et ça, c'est un point qui me semble assez important. Soyez attentif à votre propre paradoxe. Si vous voyez que ce paradoxe ne fonctionne pas pour vous, si vous voyez qu'il n'est pas fort pour vous, qu'il ne fait pas problème, c'est qu'il n'est pas bon. Et c'est aussi un défaut qu'on peut voir parfois dans des copies, des problématisations, c'est qu'en fait, ce sont des faux problèmes. On va par exemple présenter une position initiale naïve, mais trop naïve. Naïve dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire schématique, simpliste, un peu stupide, entre guillemets. Et puis on va opposer à cette thèse initiale une contradiction, donc on produit une forme de paradoxe, mais le paradoxe est trop faible. Personne ne croit à la position initiale. Donc il peut y avoir deux problèmes qui se jouent ici. Soit personne ne croit à la position initiale que vous avez présentée, donc ça veut dire qu'il faut que vous la solidifiez, il faut la présenter comme l'argument d'un philosophe, d'une philosophe, et pas comme l'argument du café du commerce. Donc ça c'est le premier point très important. Et le deuxième point par rapport à cette construction du paradoxe, c'est qu'il faut que votre premier élément, l'élément duquel vous partez, l'intuition initiale que vous allez contester, soit une intuition relativement partagée, relativement commune en quelque sorte,
en tout cas compréhensible. C'est aussi un truc que j'ai constaté et qui arrive assez régulièrement, c'est qu'on commence des dissertations par des positions initiales que personne ne partage, qui sont déjà des thèses un peu étranges, sophistiquées, et qui sont présentées comme une sorte de point de vue pourtant communément admis. Non, en fait, ne faites pas comme s'il y avait un point de vue communément admis, là où vous êtes en train de construire quelque chose de très particulier. Donc trouvez un point de vue véritablement communément admis, et gardez votre point particulier pour plus tard. Alors le narratif du problème philosophique ressemble beaucoup en cela à l'incipit d'un bon polar. Je l'ai déjà dit ça. Il faut que cet incipit présente clairement une difficulté importante. Le meurtre apparaît dans toute sa transparente obscurité en quelque sorte. Ensuite, dans l'écriture et au fil de la narration, cette transparence se révélera peut-être trompeuse, et l'enquête montrera peut-être que le meurtre identifié au début de notre roman comme étant le problème central et évident de notre roman n'est que l'avatar d'autre chose, ou même qu'il n'est pas ici évident lui-même, mais cela viendra plus tard. Il y a une chronologie à respecter dans une disserte. C'est comme au théâtre, vous ne montrez pas tout d'un coup, vous révélez les choses au fur et à mesure. D'abord, il faut poser la situation comme étant une situation d'urgence problématique. Par exemple, cela implique d'être, à mon avis, relativement réservé dans l'exposé définitionnel. Ça, c'est aussi une erreur qu'on trouve souvent. On sait qu'une dissertation de philosophie est, entre autres, une enquête conceptuelle, qui, en explorant les faces nuancées d'un terme, va découvrir des points névralgiques, des lieux de difficulté, etc. Mais, encore une fois, l'erreur serait sans doute de vouloir, dès l'introduction, mettre au jour l'ensemble de ces facettes, et par exemple d'établir dès le départ l'ambivalence conceptuelle d'une notion. Ça peut être utile, mais limitez-vous à une ambivalence simple dans ce cas-là. Il vaut mieux, je crois, partir d'une définition relativement claire, classique d'un concept, pour ensuite, au moment opportun, le kairos, révéler l'ambivalence souterraine de cette définition initiale, que de rompre dès le départ l'effet philosophique, le pouvoir de révélation pédagogique que produit cette autre manière de penser la notion, en donnant, dès l'introduction, toutes nos billes conceptuelles. Ça s'appelle ménager ses effets, et c'est très important. Et ça, c'est aussi un point que j'ajoute pour même les gens qui préparent l'agrégation, parfois. Évidemment que l'agrégation demande une sophistication conceptuelle plus grande, etc. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cette sophistication conceptuelle, on vous excusera de ne pas l'avoir mis dans l'introduction pour ménager un effet philosophique et pour l'amener au bon moment, ça ne sera pas un problème tant que vous la placez au bon endroit. C'est-à-dire personne ne va vous enlever des points dans votre copie parce que vous n'avez pas déployé la totalité des sens possibles d'un concept dès l'introduction. Donc il faut avoir à l'esprit que le but c'est de produire un problème, de faire naître un problème, c'est ça l'enjeu d'une intro. C'est pas de montrer tout de suite au correcteur que oui, vous savez que le 4e sens du dictionnaire CNRTL de ce mot-là, vous le savez, vous le connaissez ce 4e sens et vous êtes capable de le travailler philosophiquement. Ça vous allez le montrer après. C'est pas grave si vous le montrez pas tout de suite, vous allez pas perdre des points. La structure formelle d'une intro peut donc ressembler à la fin, à une unité relativement simple, impliquant une entrée en matière directe dans une évidence philosophique partagée, j'insiste, relativement partagée, évidemment. À partir du moment où on sophistique un petit peu cette évidence philosophique, elle n'est peut-être pas partagée comme ça par tout le monde, mais on va dire, on peut la comprendre assez facilement. Puis, l'expression de ce que j'appelle un grain de sable problématique, qui vient heurter cette évidence philosophique. Ce grain de sable manifeste l'existence d'une difficulté fondamentale, d'un paradoxe qui est contenu dans l'évidence initiale et qui justifie finalement l'expression d'un problème structurant qui sera la colonne vertébrale, le port d'attache de tous les problèmes découverts par la suite dans l'argumentation. L'intro se termine par un programme d'études, une annonce de plan qui doit seulement susciter le désir de lire et fournir un panorama rapide du sentier qui va être parcouru. Ce plan ne doit pas être fait de thèses, idéalement, mais de problèmes qui peuvent être vraiment formulés sous la forme de questions. Ça aussi, un dernier point, dans l'introduction, on ne vous demande pas un résumé de l'article que vous êtes en train d'écrire. Parfois, des annonces de plans à rallonge, on peut les voir, en fait, elles produisent un contre-effet. C'est-à-dire, au lieu de clarifier votre position, elle va produire une sorte de... Vous allez vouloir dire très vite ce que vous allez dire avec plus d'extension dans votre partie, du coup vous troublez en fait votre propos. Donc soyez très synthétique, clair,
Au niveau universitaire et encore plus au niveau concours, la fonction de l'annonce du plan est vraiment une fonction programmatique comme dans une présentation de colloque, etc. Elle ne sert pas comme elle peut servir parfois à la marge au bac, par exemple, à se retrouver dans une copie, parce que, on peut le dire tout simplement, si le correcteur se perd dans votre copie, c'est de toute façon mal barré, a priori, pour avoir une bonne note. Donc soyez synthétique, ça sert à rien de lui faire un résumé de ce que vous allez dire. Dans la suite de l'argumentation, et pour finir ce point sur le problème du problème, les sous-problèmes, voire les autres problèmes rencontrés, et ça c'est très important, devront toujours être explicitement raccordés au paradoxe problématique initial. Ça c'est vraiment une erreur aussi classique. Dans notre polar, le problème reste le meurtre du départ. Et la découverte d'un complot sophistiqué sous-jacent et plus large que ce meurtre de départ n'est justifié que s'il est encore relié au crime initial que nous voulons résoudre. Ce point-là, il est extrêmement important, car il est celui qui permet d'éviter en toutes circonstances le hors-sujet et le décalage en cours de dissertation hors de la zone d'enquête initiale. C'est une erreur classique, vous partez d'un sujet, vous l'élaborez, vous êtes pris en plus dans un temps long dans le cas des concours, 6 ou 7 heures, et puis en cours de route, dans l'élaboration de votre plan, ou encore dans la rédaction, vous vous détournez lentement de votre zone d'enquête initiale, qui est le problème qu'on vous a posé. Et là, il y a un truc terrible, c'est que vous êtes soumis à l'injonction de votre énorme corpus mental, vous avez beaucoup de références, beaucoup de définitions, etc. Bref, vous travaillez avec Wikipédia dans l'esprit, ça vous détourne, et donc la chose à faire très importante, formellement, ça se résout très simplement par des règles formelles, vous écrivez toujours une phrase à la fin de vos argumentations, de vos arguments, de vos unités argumentatives, à vous de les repérer, vous écrivez toujours une phrase qui ramène ce que vous venez de dire au sujet initial, qui le ramène explicitement, sous la forme d'une phrase qui dirait par exemple, nous pouvons établir ici que ce point, donc le point que vous venez de... Voilà, montre ou témoigne de la difficulté rencontrée, et vous parlez du paradoxe, et permet de faire l'hypothèse que, et vous formulez l'hypothèse liée au paradoxe. Si vous vous forcez à faire ça d'un point de vue formel, ça va paraître peut-être scolaire, entre guillemets, mais en fait ça va devenir très clair. Parce que quand quelqu'un fait ça dans un colloque, dans un cours, dans n'importe quoi, dans la vie, quand il vous parle de quelque chose, et qu'il ramène ce dont il est en train de parler au sujet initial, en fait ça aide l'écoute. Donc pensez toujours que votre objectif fondamental, que vous fassiez un cours, une dissertation de philosophie, que vous fassiez même, à mon avis, une présentation en colloque, etc., c'est d'être le plus clair possible. Les gens vous écoutent quand vous êtes clair, les gens vous lisent quand vous êtes clair. Voilà pour aujourd'hui, la prochaine fois, on parlera de la construction du plan. Encore une fois, merci de m'écouter, de me suivre, c'est super gratifiant, en vérité, c'est très motivant. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. Mon ego en sera très heureux, et en plus ça me motivera encore à faire d'autres vidéos, donc si ça vous intéresse, c'est bénéfique pour tout le monde, et je vous souhaite une bonne journée.